Bonjour à toutes et à tous, avec nos excuses pour les quelques minutes de retard. Nous tenions ce matin, avec Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé, à vous informer de nos délibérations d'hier en commission sur le texte sécurité globale. C'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre à la fin de l'année 2020, en particulier pour la rédaction de son article 24, mais qui néanmoins porte d'autres enjeux que les rapporteurs vous détailleront tout à l'heure et sur lesquels la Commission a souhaité apporter des modifications. Je voudrais simplement, dans ce propos introductif, rappeler que les conditions dans lesquelles ce texte est arrivé au Sénat à la fin du mois de novembre, il est d'origine parlementaire, à la suite de rapports établis par nos deux collègues de l'Assemblée nationale. Et par définition, il n'a pas fait l'objet ni d'études d'impact, ni d'avis du Conseil d'État. Et de surcroît, la Commission nationale informatique et liberté n'avait jamais été saisie. Je ne reviens pas sur la polémique, ou la discussion, plutôt que la polémique qui s'est ouverte sur la rédaction d'un des articles et de l'article 24 en particulier, mais ce texte au Sénat à partir de la fin du mois de novembre a été totalement, j'allais dire, repris dans son analyse par la Commission et singulièrement par ses rapporteurs. Ces 40 heures d'audition, ces 111 personnes de tous horizons qui ont été consultées, universitaires, professionnels de la sécurité, juristes évidemment, services de l'État, enfin, toutes les personnes ou les structures susceptibles d'apporter leur contribution à une meilleure rédaction de ce texte ont été entendues par nos rapporteurs de la Commission. J'ai saisi, d'ailleurs pour la première fois, depuis que la loi de 2004 nous l'autorise, la Commission nationale informatique et liberté pour retenir son avis sur ce texte, puisqu'elle n'avait pas été saisie, ce qui nous a été évidemment extrêmement utile, notamment parce que la Commission a rendu un avis et que les rapporteurs en ont tenu compte dans ce texte, qui hier a fait l'objet d'une présentation autour des 4 grands thèmes, ou 3 ou 4 grands thèmes, que sont d'abord évidemment l'article 24, j'allais dire nouveau, puisque nous n'avons rien gardé de ce qu'il était pour le rédiger intégralement. Marc-Philippe Daubresse vous en donnera la substance même. La réalité d'un cadre juridique pour les drones, suivi par Loïc Hervé. D'abord, donner une base légale sur l'existence même et leur usage et les conditions de l'usage. Des questionnements sur l'usage des images utilisées par la police ou susceptibles d'être utilisées par nos services de police, c'était l'article 21 sur lequel le Sénat a émis plus que des réserves, disons les choses telles qu'elles sont. Et enfin, la police municipale, cette expérimentation que nous souhaitons, en tous les cas que nous partageons dans le principe, mais aussi avec un certain nombre de cadres importants pour nous, notamment par rapport à l'autorité du maire sur ces policiers municipaux. Voilà, je n'irai pas plus loin à ce stade. Les rapporteurs vous feront une présentation et puis on répondra naturellement à vos questions. Je voudrais simplement dire que la séance connaîtra de ce texte le 16 mars prochain, pour un débat qui se tiendra évidemment, comme il est naturel de le faire, de façon très ouverte, mais en même temps sur lequel le Sénat et la Commission restera très fermes sur les principes qu'elle défend dans le cadre de ce texte. Nous l'avons vraiment, si ce n'est profondément modifié en dehors de l'article 24, profondément, je le crois, cadré pour que le continuum de sécurité sur lequel nous sommes d'accord puisse s'exercer dans les meilleures conditions possibles, à savoir à la fois une efficacité pour nos services de police et de sécurité et en même temps une protection des libertés. Voilà ce que je souhaitais dire. Pour laisser la parole peut-être à Marc-Philippe Daubresse tout de suite, et puis ensuite Loïc Hervé, puis nous répondrons bien évidemment à vos questions. Merci. Oui, Monsieur le Président.
donc je ne reviens pas sur le contexte que vous avez rappelé, mais qui a créé beaucoup de confusion, et j'insiste sur le fait que la proposition de loi, je dirais avec l'ensemble des ajouts du ministre de l'Intérieur et le fait que l'on n'ait pas eu ni d'étude d'impact, ni de saisine du Conseil d'État, ni de saisine de la CNIL, était très fragile juridiquement et aussi constitutionnellement. Je l'ai dit, l'article 24, de mon point de vue, n'est pas constitutionnel, et je ne suis pas le seul à penser ça, et c'est une atteinte à la Convention des droits de l'homme. Et nous avons essayé de garantir les libertés tout en atteignant l'objectif que vous venez d'évoquer. Donc, je vais juste dire 2 mots sur la question des polices municipales, qui est quand même une question qui mobilise beaucoup les sénateurs quand on regarde les amendements. La police municipale, vous le savez, s'est largement professionnalisée depuis la loi de 1999. Les policiers municipaux interviennent désormais en complément des forces nationales. Et donc l'article 1er de la proposition de loi, vous le savez, prévoit d'élargir à titre expérimental les prérogatives judiciaires des agents de police municipale en leur permettant de constater davantage d'infractions. Mais on voit bien que la difficulté, c'est qu'ils sont sous l'autorité hiérarchique du maire, mais dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'infractions qui relèvent de la police judiciaire, sous l'autorité fonctionnelle du procureur. Donc nous nous sommes attachés à assurer l'opérationnalité et la constitutionnalité du dispositif, puisque le Conseil constitutionnel a posé 2 limites à l'extension des prérogatives des municipales en 2011. Il a indiqué que les prérogatives de police judiciaire devaient être exercées sous l'autorité du procureur et que les policiers municipaux ne pouvaient bénéficier de pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle. C'est donc la ligne rouge que nous nous sommes fixés dans l'examen des amendements. Nous ne pouvons pas laisser les policiers municipaux avoir des pouvoirs d'enquête ou d'investigation. Donc dans le texte initial, le fait par exemple que l'on pouvait saisir des stupéfiants, sans d'ailleurs préciser de quelle manière on aurait stocké les saisies sous scellé, est une vraie difficulté. Nous avons enlevé une série de compétences qui, de notre point de vue, relèvent du pouvoir d'enquête et d'investigation. En ce qui concerne l'encadrement de l'expérimentation, nous avons maintenu la condition d'un directeur ou d'un chef de service municipal. C'est une discussion avec les groupes politiques du Sénat. Certains amendements voulaient nous faire admettre que des villages avec 2 gardes champêtres, c'était suffisant pour expérimenter. D'autres voulaient carrément qu'on donne le titre d'officier de police judiciaire au chef de la police, au directeur de la police, voire à tous les policiers municipaux. Et donc nous sommes restés sur une rédaction équilibrée qui correspond à ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel. Et nous avons juste baissé le seuil à 15 au lieu de 20 pour qu'on puisse avoir des villes moyennes et pas seulement des villes grandes ou des agglomérations qui puissent répondre à l'expérimentation. Nous avons aussi changé la durée de l'expérimentation. Nous pensons qu'il faut une formation, pas seulement du chef de police, et nous l'avons mis dans la loi, mais des policiers municipaux à partir du moment où ils sont sous l'autorité fonctionnelle du procureur, avec bien sûr des procédures, des procès-verbaux qui demandent de la rigueur et qui peuvent servir d'éléments dans des enquêtes. Donc, nous avons prévu 1 an de formation des policiers municipaux, 5 ans et non plus 3 ans d'expérimentation, une évaluation de l'expérimentation au bout de 9 mois et un rapport d'étape à mi-parcours pour que l'on puisse éviter, c'est notre souci, de généraliser cette expérimentation. Vous savez qu'il y a une loi 4D qui arrive bientôt au Parlement et que cette loi 4D, elle pose la question de la généralisation à tout le pays de certaines expérimentations. En l'occurrence, nous voulons que ça reste sur la base du volontariat. Il y a une évidente inégalité territoriale entre des communes très riches qui pourraient se payer des polices municipales très importantes et dotées de matériel significatif et des villes très pauvres qui ne le pourraient pas. Donc nous avons voulu rester sur cette ligne-là. Donc nous avons supprimé la possibilité pour les policiers municipaux de réaliser des saisies et de constater la consommation de stupéfiants. Nous avons insisté beaucoup sur la formation
Et nous avons introduit le fait qu'il devait y avoir systématiquement une convention de coordination pour fixer les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les nouvelles compétences respectives de police judiciaire attribuées soit à la police nationale, soit à la police municipale. Dans ces articles sur la police municipale, vous avez la création d'une police municipale à Paris qui, objectivement, parce qu'elle a été, je pense, bien préparée de part et d'autre, n'a pas posé de grosses difficultés. Et nous avons juste fait un amendement pour préciser les choses, pour dire très clairement que c'est par délibération d'un conseil municipal qu'on crée une police municipale et qu'on décide ou pas de l'armée, et que ça doit rester comme ça, et que par contre le statut particulier des policiers municipaux de Paris doit relever, pour des questions de cohérence nationale, d'un décret en Conseil d'État. Nous avons aussi permis d'aller plus loin sur la mutualisation. C'est une demande forte de beaucoup de maires dans le cadre d'intercommunalités de police municipale, parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui ne peuvent pas être faites par des communes seules, c'est souvent le cas de communes moyennes. Et nous avons donc permis cette mutualisation de manière un peu plus élargie que le texte initial, en permettant par exemple à un CIVOM ou un CIVU, même s'il n'y a pas de continuité territoriale, de créer cette police mutualisée, et en permettant aussi, lorsqu'une commune veut se retirer de la mutualisation, de permettre la poursuite de l'expérience pour toutes les autres communes. Voilà. Après, il y a des articles qui sont plus techniques sur le fait quand un agent change de commune, dans quelles conditions on le fait. Et j'en viens maintenant au titre relatif aux forces de sécurité intérieure, et donc en premier lieu de l'article 24, quoique je vais vous parler après de l'article 23, qui est aussi, à mon avis, un article qui pose des problèmes juridiques importants. Donc sur l'article 24, je redis les choses. Nous avons dit depuis le départ que tel qu'il était écrit, il était inconstitutionnel, attentatoire aux droits de l'homme, et qu'il était une évidente restriction de la liberté de la presse, qui à juste titre s'en est émue, puisqu'il pouvait provoquer de l'autocensure, compte tenu de la manière dont il était rédigé. Donc nous sommes partis d'une page blanche, comme vient de le dire le président Buffet. Nous avons complètement réécrit l'article, et nous ne nous sommes pas appuyés sur l'article existant. Nous rentrons, je l'ai dit, par le code pénal. Nous avons eu en plus l'autre difficulté, à cause du calendrier, mais aussi à cause des initiatives un peu confuses et désordonnées du gouvernement, d'avoir un article 18 de la loi sur la protection des valeurs de la République, déjà examiné à l'Assemblée, qui arrive au Sénat, et qui, lui, se propose de protéger tous les citoyens, avec un article dit Samuel Paty, pour éviter que l'on puisse identifier tous les citoyens. Nous avons donc répondu à la préoccupation du ministre, qui nous l'a répété 2 fois, une première fois en audition, une seconde fois ici au Sénat, qu'il voulait un article spécifique pour protéger les forces de l'ordre en opération. Donc la spécificité de ce nouvel article 24, c'est qu'il crée un nouveau délit dans le code pénal de provocation à l'identification. Alors ceux qui veulent faire un peu d'exégèse juridique verront que la provocation, ça existe déjà sous d'autres chefs, mais pas sous celui-là. Par exemple, la provocation à commettre un crime ou un délit, la provocation à pousser des mineurs à consommer des stupéfiants, la provocation au suicide. Ce sont des choses qui sont déjà examinées dans le cadre du code pénal et qui sont bien encadrées sur les conditions dans lesquelles on peut déterminer juridiquement qu'il y a eu cette provocation. De mon point de vue, l'article 24, tel que nous l'avons écrit, est juridiquement mieux écrit que l'article 18, tel qu'il vient d'être voté, qui pose un certain nombre de problèmes également. Mais en tout cas, l'article que nous avons fait, il est complémentaire et non concurrent de l'article 18, puisqu'il s'adresse spécifiquement aux policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux en opération, et qu'il crée ce nouveau délit qui ne fait pas d'atteinte sur la diffusion d'images. Et nous avons, sur cette question, complètement supprimé la notion d'image pour nous référer à la protection des données personnelles des personnes qui seraient soumises à une provocation à l'identification, en nous référant à la législation de la CNIL, d'ailleurs en nous appuyant sur l'avis de la présidente de la CNIL, qui nous a dit qu'il y avait un outil pour cela dans la loi informatique et liberté que nous avons utilisé. Donc cet article 24
nouvellement écrit et bien équilibré. L'incrimination se fait par la provocation à l'identification. Il est ciblé sur les forces de l'ordre en opération. Et la question de la diffusion des données ne se fait pas à travers les questions d'image. Elle se fait, et Loïc Hervé vous expliquera quelle est notre position sur la diffusion des images, en particulier par la police nationale. Nous nous y sommes opposés, mais il vous expliquera dans le détail. Et il se fait sur le fait que, comme tout citoyen, mais de manière renforcée, les forces de l'ordre ont droit à ce que l'on protège leurs données personnelles et celles de leur famille, en nous appuyant sur une loi qui fait consensus, qui s'appelle Informatique et Liberté. Voilà sur l'article 24, et donc je redis qu'il n'entrave en rien la liberté de la presse, qu'il ne fait en rien référence à la loi de 1881 sur la presse, et qu'il ne parle absolument pas d'image. Ce qui permet évidemment, c'était déjà le cas aux journalistes et aux reporters de presse, de filmer, mais aussi de diffuser en toute conscience et à partir de leur déontologie, ce qu'ils estiment devoir ou pas diffuser. Mon article nouvellement écrit ne s'oppose en rien à tout ça. Par contre, il sanctionne quand des données personnelles se trouvent soit sur des images, mais aussi dans des réseaux sociaux, et il permet de le faire de manière juridiquement plus sécurisée que le précédent. Nous nous sommes aussi intéressés à l'article 23, qui est un article qui parle des peines automatiques et dans lequel il prévoyait de supprimer les crédits de réduction de peine pour les personnes ayant commis une infraction sur les élus ou les forces de l'ordre. Ce qui voulait dire qu'on alignait le régime d'exécution sur celui des personnes qui ont commis des actes terroristes. Nous avons entendu plusieurs personnes sur le sujet, des hautes personnalités juridiques, notamment le procureur général Molas de la Cour de cassation et le représentant des juges de la liberté et de la détention. Et donc nous avons estimé que cet article était trop dur dans sa rédaction, qu'il fallait le recentrer sur des choses beaucoup plus... des infractions plus graves, et il fallait aussi élargir le champ des victimes concernées, parce que certes, les policiers et les forces de l'ordre sont concernés, mais les magistrats, les personnes dépositaires de l'autorité publique sont concernés, de manière à avoir une cohérence juridique entre le régime d'exception qui est prévu pour les terroristes et ce nouveau régime d'exception qui serait prévu pour les personnes qui ont commis une infraction sur les élus ou les forces de l'ordre. Et nous avons également créé une sorte d'innovation juridique. Je m'aperçois d'ailleurs que le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, travaille là-dessus pour la prochaine loi qu'il va nous faire sur la réforme de la justice, qui est de faire un crédit de réduction de peine qui ne soit pas automatique, mais qui soit dégressif en fonction de la conduite effective des personnes quand elles se retrouvent en prison. Enfin, en ce qui concerne le dernier titre de la proposition de loi, nous nous sommes intéressés à des sujets divers et variés. Éviter le détournement de l'usage des feux d'artifice à l'encontre des forces de l'ordre, fluidifier le fonctionnement des instances partenariales locales de sécurité, s'assurer que le détournement des mortiers soit mieux prévenu et plus sévèrement sanctionné. Et nous n'avons refusé de prendre des amendements qui auraient été contraires à l'article 45 de la Constitution, sur toute une série de sujets qui mobilisent à juste titre les élus, mais qui ne peuvent pas trouver leur réponse dans cette loi, par exemple les rodéos, le protoxyde d'azote, ou des choses de ce type. Voilà, Monsieur le Président, l'essentiel de ce que je voulais dire, et Loïc Hervé va vous parler du reste. Merci. Monsieur Hervé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues rapporteurs, mesdames et messieurs les journalistes. Il m'est choix de vous présenter la partie du texte sur laquelle j'ai plus particulièrement été amené à travailler en lien avec mon collègue Marc-Philippe Daubresse. D'abord, je voudrais évoquer le sujet de la structuration du secteur de la sécurité privée. Nous sommes à la veille de deux grands événements sportifs internationaux que la France va organiser, la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024. C'est un secteur qui comprend près de 180 000 salariés, 7,5 milliards de chiffre d'affaires et qui justifie que nous contribuions avec cette proposition de loi à la structuration de ce secteur.
c'est un secteur où l'émiettement des entreprises est impressionnant. Sur 11 500 entreprises, 8 000 entreprises sont unipersonnelles. Le turnover est très important, les niveaux de salaire sont bas et il pose tout un tas de questions de formation de ces personnes qui sont les personnes que nous croisons dans notre vie quotidienne, soit pour la surveillance humaine et le gardiennage, qui est l'essentiel de la profession, la surveillance à distance, le transport de fonds, la protection des personnes, les gardes du corps, la protection des navires, les agences de recherche privées, ce qu'on appelle les détectives privés. Enfin, c'est un secteur extrêmement important. Nos collègues députés ont fait des propositions là-dessus, notamment proposant d'encadrer la sous-traitance. Alors nous les rejoignons dans l'une des mesures prévues, qui est le fait de limiter à 2 rangs la sous-traitance, sachant qu'aujourd'hui elle peut aller bien au-delà de 10 rangs de sous-traitance ou de sous-traitance, et que par contre on ne les rejoint pas dans la notion d'encadrement à hauteur de 50% du chiffre d'affaires. J'évoquais les 2 grands événements sportifs internationaux il y a un instant, et c'était une évidence qu'il va falloir être extrêmement souple et habile dans la manière dont on pourra s'adapter pour ne pas connaître les difficultés que les Anglais ont pu connaître avec les JO de Londres, où finalement c'est l'armée qui a dû prendre le relais. Nous avons aussi des enjeux de formation et de recrutement, je le disais. Grosso modo, nous rejoignons nos collègues députés, même si nous laissons plus de marge de manœuvre à une instance qui a été créée il y a quelques années maintenant, qui s'appelle le CNAPS, et qui a une possibilité donc d'avoir plus de capacité à, par exemple, interdire l'accès à ces professions en fonction d'inscription au casier judiciaire. Pour la question des étrangers, nous sommes passés de 5 ans à 3 ans pour la présence sur le territoire national pour des personnes étrangères en situation irrégulière. Nous avons réinstauré la validation des acquis de l'expérience dans ce domaine-là, qui avait été supprimé par les députés. Et pour les sanctions du CNAPS, nous les avons allégées pour les salariés et nous avons rendu leur publication facultative, le CNAPS lui-même décidant de les rendre publiques ou non. Voilà, très, très rapidement brosser les différentes positions qui ont été prises hier par la commission des lois du Sénat. Nous avons un deuxième sujet qui est évoqué par Marc-Philippe Daubresse il y a quelques instants, sur lequel qui a vraiment attiré notre attention, qui est l'ensemble des questions liées aux images. D'abord avec les questions de la vidéoprotection. Nous ne sommes pas, d'ailleurs comme les collègues députés, favorables à ce que le cadre général de la vidéoprotection soit revu par ordonnance, mais nous souhaitons que ce soit le législateur qui se penche sur la mise en conformité du droit de la vidéoprotection en France. Ça n'est pas dans ce texte-là, mais nous n'avons pas voulu revenir sur cette position de l'Assemblée nationale, et je crois que c'est une question importante. Le débat de la vidéoprotection aura lieu devant les 2 chambres du Parlement, et c'est nécessaire qu'il en soit ainsi. Sur les caméras mobiles ou caméras piétons qui équipent les forces de sécurité, de la police, de la gendarmerie, mais aussi les polices municipales, nous avons souhaité que le revisionnage soit possible, ainsi que la transmission directe vers les centres de commandement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et sur l'article 21, sur lequel j'ai été amené à faire un certain nombre de commentaires chez certains d'entre vous, nous voulons éviter, fort de l'expérience de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, qui a beaucoup mobilisé notre commission il y a quelques mois maintenant, nous voulons éviter que les images, photos et vidéos des forces de police servent à une guerre médiatique entre les journalistes, des citoyens et l'institution policière elle-même. Je considère, avec mon collègue Marc-Philippe Daubresse, et on a été suivi par la commission hier, que les images qui sont tournées par des fonctionnaires de police sur des opérations de maintien de l'ordre doivent servir à 3 finalités. La finalité de la communication institutionnelle du ministère, et là-dessus il n'y a pas de difficulté, c'est habituel, ça permet de promouvoir les métiers, de promouvoir l'action du ministère, de pouvoir alimenter des procédures judiciaires ou judiciaire, donc pénale ou disciplinaire, mais en aucun cas ne doit servir de feuilletonnage et d'alimenter la presse, faute de quoi le métier
changerait, le métier de ces fonctionnaires de police qui deviendraient des journalistes, le ministère deviendrait une agence de presse, la police aussi. Ça changerait la nature des images qui ne sont pas produites pour être communiquées à la presse. Et donc, à terme, ça pourrait poser la question de l'équilibre qu'il y a entre le ministère de l'Intérieur, la police et la gendarmerie, et puis les journalistes que vous êtes. Et donc là-dessus, on est sur une défense du cadre juridique actuel et que nous n'ayons pas, sans vraiment mesurer les conséquences, vers une ouverture à cette guerre médiatique. Si j'ai cité l'affaire Benalla, c'est à dessein, puisque à ce moment-là, la préfecture de police de Paris a transmis à la demande d'un collaborateur du président de la République un certain nombre d'images choisies, et que ces images ont, pour certaines d'entre elles, été rediffusées dans les médias. Et donc c'est fort de cette expérience récente qu'on se dit qu'il faut vraiment mesurer les choses et qu'à l'échéance de ce texte, cette ouverture ne nous semble pas opportune. Voilà, donc, et puis sujet évidemment très important sur lequel l'avis de la CNIL que le président Buffet a demandé a été très important. Il a été important pour d'autres sujets d'ailleurs, mais sur la question que je vais évoquer, il a été absolument incontournable, c'est la question des drones. Alors la commission des lois du Sénat et vos deux rapporteurs n'ont pas proposé hier à l'interdiction générale et absolue de l'utilisation des drones en France, pas du tout. Nous sommes favorables à cette utilisation-là, elle est utile dans tout un tas de finalités qui vont de la protection des personnes au maintien de l'ordre, c'est évident, mais la liste prévue par les députés des finalités était une liste bien trop large et bien trop peu encadrée, que nous avons trouvé nécessaire d'apporter des garanties supplémentaires et qui passeront essentiellement par évidemment un resserrement des finalités, pas si important que ça, mais quand même, et surtout l'intervention du procureur de la République et du préfet en fonction des finalités et dans le cadre d'un régime d'autorisation souple. On ne veut pas du tout brimer ou trop limiter par de la procédure administrative l'utilisation de ces appareils, mais néanmoins, il est important qu'un procureur de la République sache quel matériel et quand ce type de matériel est utilisé, de la même manière pour un préfet, en fonction des compétences respectives qui sont les leurs. Donc ça, le Sénat a vraiment essayé de tenir compte de l'avis de la CNIL et quitte à faire du droit sur ce sujet-là, puisque je vous rappelle que le Conseil d'État par 2 fois et la CNIL en fin d'année dernière ont interdit l'utilisation des drones parce qu'il n'y avait pas de base législative. Quitte à écrire du droit là-dessus, autant écrire du droit qui soit robuste, qui soit souple et qui soit capable de permettre l'utilisation de ces drones dans le respect des libertés publiques. C'est ce à quoi nous nous sommes attachés. Dernier commentaire peut-être avant de vous laisser la parole, c'est l'article 25 qui prévoit de faire entre guillemets sauter l'interdiction du port d'armes, la possibilité pour un directeur d'établissement recevant du public de demander à un policier ou un gendarme portant son arme hors service de ne pas rentrer dans cette ERP. Nous avons souhaité ne pas revenir sur la proposition faite dans la PPL par nos collègues députés. Nous savons qu'il y a un débat et qu'il y a un émoi qui est d'une certaine manière légitime dans le monde de la culture, et nous essayons de travailler. Alors, pour l'instant, le texte proposé au débat en séance est le texte qui est celui de l'Assemblée nationale, et nous verrons comment dans le débat en séance nous pourrons peut-être apporter une ou deux garanties supplémentaires. Nous verrons ça donc plutôt en séance, mais nous avons souhaité garder en tout cas l'esprit de cette possibilité-là d'ouvrir et qu'en France, les policiers et gendarmes, c'est à peu près 240 000 personnes, puissent, quand elles le souhaitent et qu'elles le décident, porter leur arme de service en tout temps et en tout lieu, modulo les quelques interdictions prévues déjà par la loi, mais en tout cas que ce ne soit pas une interdiction ou qu'il n'y ait pas un risque dans chacun des ERP quand ces policiers et ces gendarmes hors service doivent se rendre dans ces lieux-là. Voilà, Monsieur le Président, les commentaires que je voulais faire. Merci, Monsieur Hervé. Bien, écoutez, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous avez des questions, naturellement. Oui, bonjour. Vous m'entendez? C'est Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Oui. J'ai une première question sur la procédure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'aventure de ce texte désormais, les dates et
la fin du processus. Merci. Alors, la commission des lois, hier, a examiné le rapport de messieurs Hervé et Daubresse. Elle a donc produit un texte. Ce texte un texte qui a fait l'objet d'amendements, pas de difficulté particulière. La semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, la semaine suivante, nous examinerons en commission les amendements que l'on appelle extérieurs, c'est-à-dire d'autres collègues qui ont envie de déposer des amendements en prévision de la séance publique. Et la séance publique elle-même est fixée le mardi 16 mars. Et c'est tout. Le débat est ouvert pour 3 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc mardi 16, mercredi 17, jeudi 18. Donc là, débat en séance publique. Le texte du Sénat sera donc voté le 18 en soirée, vraisemblablement. Et ensuite, nous sommes en procédure accélérée. Donc nous irons en commission mixte paritaire, date qui n'est encore pas connue, mais qui sera fixée sans doute dans le courant pendant les débats que nous aurons au Sénat. Et nous aurons donc commission mixte paritaire, et nous verrons à partir de là si cette commission mixte paritaire est conclusive ou si elle ne l'est pas. Si évidemment elle est conclusive, c'est-à-dire que nous trouvons un accord avec nos collègues de l'Assemblée nationale, à ce moment-là, chaque assemblée entérinera l'accord intervenu. Si toutefois il n'y a pas d'accord en commission mixte paritaire, le texte repartira en lecture à l'Assemblée nationale avant de revenir une nouvelle fois au Sénat et puis définitivement après à l'Assemblée nationale. Donc, mais nous sommes là dans une prévision théorique. Les certitudes sont la séance publique 16, 17, 18 et commission mixte paritaire, probablement début avril, je l'imagine, avec l'Assemblée nationale. Au regard des changements que vous avez apportés, vous estimez qu'il y a une bonne chance pour qu'il y ait accord avec l'Assemblée? Écoutez, je ne veux pas faire de défense exagérée de la boutique sénatoriale, mais je voudrais quand même dire que les améliorations de ce texte sont très nettes au Sénat. Très, très nettes. Elles n'ont pas été faites par volonté d'être bravache, mais par volonté d'avoir un texte juridiquement solide qui remplisse bien les missions que nous avons, les objectifs qui sont les nôtres, à savoir ce continuum de sécurité et son efficacité, tout en assurant les libertés dans l'usage des moyens qui seront donnés aux policiers municipaux ou aux techniques utilisées comme les drones. Donc nous sommes vraiment dans cet esprit-là. Donc objectivement, nous ne faisons rien en réalité contre nos collègues de l'Assemblée nationale. Nous faisons notre travail et on espère pouvoir les convaincre, évidemment, de nous rejoindre. Et il n'y a pas d'idée de ne pas conclure. Au contraire, si nous pouvons aboutir à une CMP conclusive, le Sénat en serait ravi. Naturellement, nous veillerons à préserver les avancées que nous avons apportées à ce texte, qui me semblent, en tous les cas, des avancées non seulement intéressantes, mais utiles. Une dernière question politique, s'il vous plaît. Enfin, au regard de tout ce qui s'est passé et de toutes ces manifestations contre l'article 24 en particulier, comment considérez-vous, avec le recul, cet épisode? Est-ce qu'il y a eu une naïveté de la part du gouvernement? Est-ce qu'on peut dire, comme l'a dit l'un de vos collègues hier soir, que Emmanuel Macron a laissé faire Gérald Darmanin, qui finalement a essayé de pousser les choses très loin? Comment analysez-vous cette réaction populaire pour la défense des libertés? Comment qualifiez-vous cet épisode? D'abord de malheureux, parce qu'on n'a pas intérêt, collectivement, à créer des conditions de conflit entre les uns et les autres, alors qu'ils ne sont pas utiles, première chose. Deuxième chose, léger. C'est un amendement qui est arrivé de façon, de mon point de vue, beaucoup trop légère dans ce texte dit d'origine parlementaire, mais dont on sait qu'il a été puisé à bonne source, que les choses soient claires. Nous savons très bien que le gouvernement a inspiré les parlementaires pour mettre ce texte en route. Et qu'en fait, il porte en lui les germes de cette procédure qui fait qu'il n'a pas eu d'étude d'impact, pas de saisine du Conseil d'État et encore moins d'avis de la CNIL.
et que ce processus-là portait en lui les germes d'une difficulté ou de grandes difficultés. Donc voilà, il appelle plutôt à la responsabilité, c'est-à-dire que lorsque l'on touche à des sujets de cette nature, qui sont des sujets évidemment extrêmement importants, la sécurité des Français, le continuum de sécurité, nous sommes tous attachés à nos libertés individuelles ou collectives, donc c'est à manier avec précaution. Et les précautions passent par un respect absolu des procédures, j'allais presque dire, normales et sérieuses sur le plan parlementaire. Il se trouve que le Sénat était dans son rôle et que le Sénat a repris ce texte, l'a reconsidéré, l'a retravaillé, que les rapporteurs ont fait un travail considérable. Je pense que peut-être que vous-même ou le grand public ne se rend pas compte du travail qui a été fait par les rapporteurs pour remettre de l'ordre dans ce texte. Voilà, donc à ne pas refaire. À ne pas refaire. En tous les cas, si on a un conseil à donner, si on peut se permettre de donner un conseil au gouvernement, je pense qu'on peut se le permettre, c'est notre rôle, c'est que ce type de manière de faire est absolument insupportable. On a un autre exemple qui a été réglé dans le texte sur l'organisation des élections du président de la République, où, comme un ovni, est arrivé au Sénat ce fameux amendement sur le vote anticipé, qui par ailleurs n'avait même pas été vu par l'Assemblée nationale, de fait. Donc il y avait un côté un peu méprisant à l'égard de nos collègues députés. Je sais que parfois nous ne sommes pas d'accord, mais au moins sur les principes parlementaires, nous y sommes tous attachés. Et heureusement d'ailleurs, les députés comme nous-mêmes l'avons supprimé, les députés nous l'ont confirmé cette semaine, cette suppression. Voilà, donc attention, il faut préparer les choses sérieusement, il faut les anticiper autant que faire se peut et respecter le processus parlementaire qui est le garant finalement que à la sortie le texte soit, on peut ne pas être d'accord, mais soit quand même fait l'objet en tous les cas d'un travail sérieux. Dans la perspective de la CMP, quels sont les points sur lesquels le Sénat ne transigera pas? Ah oui, tous les points. On ne transige sur rien. Bon, au-delà de cette pétition de principe, nous allons voir ce qui va sortir de la séance publique d'abord chez nous. Car la position de la Commission, la position des rapporteurs a été entérinée par la Commission, bien évidemment, mais nous avons un débat public, donc attendons de voir les amendements qui vont arriver. Nous ne doutons pas qu'ils seront nombreux, que certains essaieront même de remettre en cause les choix qui ont été faits par la Commission et par les rapporteurs, mais les points essentiels seront maintenus, je n'en doute pas une seconde. Mais Loïc Hervé précisera, mais Marc Philippe aussi, les points essentiels seront maintenus. Je crois sincèrement qu'il peut y avoir des ajustements, on l'imagine toujours qu'il y a des ajustements, mais sur les principes, nous sommes attachés à nos principes. Pour être clair, on a eu, Loïc Hervé et moi, une séance de travail avec nos collègues députés Fauvergue et Alice Toureau, dans un climat très constructif, parce qu'on a rappelé les principes que vient de rappeler notre président, et en même temps, parce que beaucoup d'amendements de notre texte le rendent... On sait que le Premier ministre va saisir le Conseil constitutionnel. Nous, notre rôle, c'est de mettre le risque d'inconstitutionnalité, peut-être pas à zéro, mais au minimum. Et le texte du Sénat, de ce point de vue, est, excusez-moi de le dire, juridiquement infiniment meilleur que le texte qui nous est arrivé de l'Assemblée. Et nos collègues députés en sont conscients, compte tenu de la manière dont le calendrier s'est déroulé. L'autre sujet qui a percuté ce texte, c'est que, vous l'avez vu, il y a eu, outre PPL sans étude d'impact, sans saisine, etc., il y a eu simultanément une doctrine sur le maintien de l'ordre. On est en plein Beauvau de la sécurité. Il y a des choses qui se rajoutent au texte subitement, qui se discutent dans le Beauvau de la sécurité. Tout ça est trop confus. Et en même temps, l'article 18 de la loi Valeurs de la République, qui est pas concurrent, mais qui est voisin de l'objectif à atteindre, tout ça a créé beaucoup de confusion. Donc je pense que nos collègues députés, Loïc peut dire la même chose, ont été plutôt... on va forcément trouver des compromis sur certaines choses, mais ont été plutôt en accord avec les principes que nous, on a défendus. Non, mais je dirais, c'est exactement ce que je voulais dire, mais je dirais en plus qu'on prend personne en traître, ni nos collègues députés rapporteurs du texte, et qui en plus sont les auteurs du rapport initial de cette proposition de loi, ni même le ministre.
qu'on a sensibilisé à plusieurs reprises sur les points sur lesquels le Sénat est extrêmement vigilant. Et il sait d'emblée, avant même qu'on démarre la séance publique, les sujets sur lesquels le Sénat est intraitable, mais pas seulement sur ce texte-là, mais le Sénat est vigilant, voire rigoureux. C'est vrai de la constitutionnalité, c'est vrai des libertés publiques, c'est vrai de la protection des données personnelles et de la vie privée. Enfin, on ne se refait pas avec ce texte, mais on démontre une fois de plus dans cette maison qu'il y a des sujets sur lesquels il y a une sensibilité qui est beaucoup plus forte ici qu'à l'Assemblée nationale. Et je pense que dans ce cadre-là, chacun jouant son rôle, on devrait arriver à un accord. Mais attendons d'abord d'avoir le texte définitif du Sénat pour en parler. Je voudrais, sans en rajouter trop, il est évident que dans ce travail de préparation du texte, les relations de nos rapporteurs avec les auteurs du texte à l'Assemblée ont été permanentes, y compris avec le ministre, parce que l'idée n'est pas de jouer dans son petit coin perso et d'arriver personnellement et d'arriver à la commission des lois en disant regardez, voilà, le paquet est complet. Bien sûr qu'il y a ce souci d'échanger avec cet objectif d'aboutir à cet accord entre nos collègues députés et nous-mêmes. Je crois que c'est de l'intérêt collectif et c'est d'un bon intérêt général et c'est aussi notre responsabilité. Mais pas à tous les prix. Bonjour, j'avais une question qui porte plus sur la sécurité privée. Plusieurs acteurs du secteur, notamment des représentants de la surveillance humaine, demandent des mesures plus fortes encore pour encadrer le secteur, notamment sur la sous-traitance ou sur l'instauration d'une garantie financière. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des pistes que vous privilégiez à ce stade? Bien, je vais laisser la parole à M. Lequervé, mais s'il vous plaît, madame, pouvez-vous vous présenter parce qu'on ne voit pas bien votre nom sur l'écran, on est très loin de l'écran, nous. Oui, pardon. Marie Desrumeaux, je suis journaliste à AEF Info. Merci beaucoup. Monsieur Hervé. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est une question très intéressante que vous nous posez, madame, et qui mérite une réponse à la fois structurée, mais une réponse en opportunité. Nous partageons avec nos collègues députés la nécessité de structurer le secteur économique de la sécurité privée et de lui donner des améliorations pour qu'on en fasse une vraie filière professionnelle et que surtout les employés de ce secteur-là soient davantage reconnus dans le métier, qui est un métier important, qui contribue à la sécurité du pays. Et donc, il est nécessaire que nous apportions des choses. Cela dit, ici, dans cette maison, on défend la liberté du commerce et de l'industrie, qui est quand même un principe important auquel nous sommes tous attachés. Et, comme dirait le président du Sénat, nous, au Sénat, on aime les petits. Nous sommes 3 sénateurs élus dans des départements dits de province, et dans lesquels on connaît, nous 3, par exemple, des entreprises de taille raisonnable, qui font très bien leur travail, et vous avez, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, un risque de concentration qui est trop important. Il y a de très grandes entreprises et de très belles entreprises qui sont des leaders internationaux, qui sont des entreprises françaises de la sécurité privée, mais vous avez aussi des TPE et des PME, y compris, et je le redis, dans nos départements d'élection et dans le pays, qui fonctionnent bien. Et il ne s'agit pas du tout d'avoir une logique d'hyperconcentration du secteur qui ferait que seules de très grosses entreprises pourraient répondre à des cahiers des charges, des marchés publics. La commande publique, c'est un quart du secteur de la commande dans le domaine. Et donc, voilà. Donc, il faut qu'on ait ça en tête. Et j'ai pas de... On n'a pas senti, si vous voulez, dans les discussions qu'on a eues, en règle générale, on a toujours 2 fédérations qui portent des arguments devant le Parlement. Là, on a une fédération qui représente les entreprises principales, et on a une fédération qui représente les entreprises de plus petite taille. On n'a pas senti de consensus
globale dans la profession pour aller vers des mesures du type de la garantie financière ou pour maintenir la notion de 50%. Là aussi, on a eu des échanges avec nos collègues députés et avec le ministre pour aussi entendre les arguments qui ne nous seraient pas présentés. Et on a fait plutôt le choix d'aller vers une structuration raisonnable du secteur sans être trop cadrant pour finalement faire disparaître des entreprises qui n'avaient absolument rien à se reprocher dans leur existence même. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Oui, avec votre accord, Monsieur le Président, j'ai une question pour le président Daubresse et une pour le sénateur Loïc Hervé. Ma question pour le président Daubresse tient dans la première phrase de la réécriture par votre commission de l'article 24, qui commence par la provocation à l'identification. Alors, vous avez donné un exemple, certes, sur les jeunes et la drogue, mais là, je ne vois pas du tout comment on peut caractériser la provocation à l'identification et qui en décidera. Est-ce que le fait de montrer ou de photographier un visage pourrait être une provocation à l'identification? Est-ce que le fait de donner le RIO ou le grade ou l'unité des forces de l'ordre sur le terrain pourrait devenir de la provocation à l'identification? Car vous savez qu'en plus, c'est sur le terrain que ça se passe et les forces de l'ordre sont bien souvent jugées parties sans l'avoir forcément voulu, mais de fait, le sont. Bien. Est-ce que je peux me permettre, madame, avant de donner la parole, de connaître votre nom? Parce qu'une fois de plus, on voit très très mal, nous, de là où nous sommes. Ah, excusez-moi, Monsieur le Président, je vais remettre la caméra parce que je l'avais arrêté car votre son nous parvenait haché. Donc, je suis Dominique Pradalier, journaliste et secrétaire général du Syndicat national des journalistes. Merci beaucoup, madame. Merci. Monsieur Daubresse. Alors, si vous voulez, sur un plan juridique, la provocation est d'ores et déjà définie. Je vous ai dit qu'il fallait un certain nombre de conditions. Sur un plan juridique, la provocation, quelque part, le Code pénal définit comme l'incitation à commettre un crime ou un délit. Donc, il faut, pour qu'il y ait provocation à l'incitation, il faut qu'il y ait intention de nuire, clairement. Et donc, les exemples que vous avez cités ne rentrent pas dans cette intention de nuire. Pour qu'il y ait mise en œuvre de la répression de la provocation, il faut un lien de causalité certain et direct. Et tout ça a fait l'objet déjà de jurisprudence. Donc, en utilisant ce terme qui existe sous d'autres incriminations, nous savons comment juridiquement on peut le traiter. J'attire votre attention que dans l'article 18, nouvellement réécrit de la loi Valeurs de la République, vous avez le fait de diffuser des informations relatives à la vie privée permettant d'identifier ou de localiser des membres des forces de l'ordre, par exemple, en les soumettant à risque direct d'atteinte à la personne ou bien que l'auteur ne pouvait ignorer. Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir quand il y aura des avocats de la défense qui vont expliquer que l'auteur ignorait et il a transmis des informations en tout. Donc, moi, je pense que notre article est mieux rédigé parce qu'il va chercher un terme juridique qui existe déjà, qui est bien déterminé avec des jurisprudences qui expliquent dans quel cas on peut le faire ou pas le faire, et que, évidemment, la chose la plus importante, c'est que cette provocation soit explicite et que la simple diffusion n'est pas un problème. Il faut qu'il y ait une intention de nuire et que ce soit explicite dans la diffusion en question. Après, nous sanctionnons l'utilisation de données personnelles, mais là, tout simplement, en mettant une application de la loi informatique et liberté avec un quantum de peine plus important qu'il n'existait jusqu'ici. Oui, donc le délit d'intention existe toujours à l'intérieur de la provocation, je crains de le penser. Et vous faites référence à l'article 18, Monsieur le Président. Il parle aussi des données professionnelles, d'où ma question tout à l'heure. Est-ce que le RIO, le grade, l'unité
pourraient être considérées comme des données professionnelles qu'il serait interdit de diffuser par quelque média que ce soit. Non, je vous réponds clairement non. Non, il faut qu'il y ait une provocation explicite. La simple diffusion n'est pas un problème et qu'il y ait une intention de nuire. Ben oui, mais comment on l'approuve? Enfin bon, excusez-moi, puis-je poser ma question à monsieur, au sénateur Loïc Hervé? Je vous en prie, madame. Je vous remercie, monsieur le président. Oui, monsieur le sénateur, vous avez évoqué l'article 21. Alors, nous avons vu que vous vous étiez exprimé un peu publiquement hier dessus. Cela veut dire qu'il y a une réécriture complète de l'article 21. Je ne l'ai pas vu encore. C'est pour ça que je vous posais la question. Pas du tout. L'article 21 a quasiment été adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Il y a 2 modifications. Nous supprimons la notion d'information du public à 2 reprises dans l'article comme finalité des images de la police. Ben oui, c'est important. Oui, c'est important. Par ailleurs, je trouve que il y a eu un, pardon madame, mais je trouve qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat assez rapide, voire trop rapide sur le sujet. Et que l'adjonction de ce simple terme pose tout un tas de questions que nous voulons poser dans le débat au Sénat et qui est nécessaire d'avoir devant le Parlement. C'est très utile. Et peut-être que nous sommes peut-être plus sensibles à ces questions-là parce que nous avons eu à connaître nous avons eu des commissions d'enquête sur des sujets qui sont tout à fait proches de cela. Et donc, c'est nécessaire que nous ayons un débat comme celui-là. Et le fait d'ajouter cette finalité ouvre la porte à des choses qui sont très préoccupante pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé sa suppression dans le texte de la Commission. Si je peux me permettre, madame, sur ces dispositions... Oui, merci beaucoup, monsieur le sénateur. Et par ailleurs, vous avez parlé de la sous-traitance. Pardon. On vous a perdu, alors... peut-être vous voulez dire... Puis-je poursuivre? Oui, bien sûr. Allez-y. Ah. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Vous avez parlé de la sous-traitance, vous, comme monsieur le sénateur Loïc Hervé, mais vous savez bien qu'en matière de sous-traitance, les accidents les plus graves sur les chantiers ou dans les accidents d'avion viennent des problèmes de sous-traitance. Or, de sous-traitance en sous-traitance, il n'y a pas la même formation, il n'y a pas les mêmes critères de recrutement, donc il n'y a pas la même exigence des personnels. Comment allons-nous, suggérez-vous, de pouvoir gérer ce type de problème? Eh bien, nous avons retenu pour le secteur de la sécurité privée, et seulement pour le secteur de la sécurité privée, la limitation de la sous-traitance à 2 rangs de sous-traitance, qui est déjà une contrainte énorme. Il y a peu de secteurs d'activité économique qui auront une telle contrainte. On considère que c'est proportionné dans la mesure où ces agents contribuent à la sécurité. C'est privé, mais c'est une sécurité, qu'il était nécessaire de se faire cette limitation-là. Il ne s'agit pas de limiter la sous-traitance à toute l'économie française à 2 rangs, mais pour ce secteur d'activité-là, 7,5 milliards de chiffre d'affaires, 177 000 salariés, nous faisons cette proposition-là. Enfin, nous reprenons et nous consolidons la proposition faite dans la proposition de loi initiale de nos collègues députés. La seule chose que nous faisons disparaître, c'est la notion de 50% du chiffre d'affaires, d'ailleurs pour lequel le gouvernement n'était pas favorable. Je vous remercie. Merci, madame. Je voudrais peut-être revenir quelques instants, mais je parle sous le contrôle de nos rapporteurs, sur le dispositif de l'article 24. Quelle est la situation de fait que l'on veut régler? C'est celle où il y a publication du visage d'un policier sur les réseaux et que cette publication soit ensuite nourrie par d'autres personnes en disant « Ah bah oui, il s'appelle un tel, oui, il habite à tel endroit, oui, il est marié ». Et petit à petit, on constitue une sorte de fiche d'état civil qui permet d'identifier parfaitement la personne. Cet élément-là, ensuite, permettra malheureusement à quelqu'un de commettre un acte délictuel ou criminel sur la personne en question. Et la notion de provocation, évidemment, il faudra un lien de causalité
entre et une intention, c'est-à-dire que le fait de publier cette image, de la laisser se nourrir ensuite par le système des réseaux et aboutir à un moment à un acte délictuel ou criminel, constitue en soi, dès lors que l'intention est là, bien évidemment, qu'elle est démontrée, une forme de provocation. Parce que les provocations, il y en a plusieurs formes. Et c'est à cela que nous avons voulu répondre, parce que c'est dans la vie, dans le quotidien, c'est ce que nous ont expliqué les personnes que nous avons auditées, sur comment les choses se passent très concrètement. Ce qui a un autre intérêt, qu'a évoqué tout à l'heure le rapporteur Marc-Philippe Daubresse, le ministre, c'est que si on en était resté à la simple publication de l'image, le monde de l'information était pris dans le dispositif. De surcroît, avec la référence aux dispositions de l'article de la loi de 1881, évidemment, créait les inquiétudes, qui étaient fondées d'ailleurs, du monde du journalisme. Or, c'est ce que nous souhaitons, c'est pas ce que nous souhaitons, naturellement. C'est la raison pour laquelle on a modifié cette rédaction pour répondre très concrètement à l'objectif fixé, et en sortant des bases de 1881 pour se fonder sur les articles du Code pénal. Voilà, mais évidemment que l'intention doit être là, mais c'est le principe classique du droit pénal, ce n'est pas une infraction formelle. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Ou d'autres précisions peut-être de la part des rapporteurs, si j'ai oublié quelque chose, si j'ai dit une bêtise, qu'il ne faut jamais exclure. Bien, écoutez. Oui, bonjour. Ah oui, bien sûr. Bonjour, Guillaume Jacot de Public Sénat. J'ai deux questions pour vous, monsieur le Président et messieurs les rapporteurs. Première question, est-ce que le titre de la PPL est amené à évoluer en séance? Est-ce que vous allez déposer des amendements en ce sens? Et la deuxième question est plus politique. Vous l'avez indiqué, ce texte aborde des sujets sensibles. On sait que les rapporteurs ne sont pas toujours suivis en séance par leur majorité, ça arrive. C'est que ça peut faire l'objet d'un certain nombre d'amendements qui pourraient changer l'équilibre d'un article. Gardons à l'esprit aussi qu'il y a plusieurs échéances électorales dans les prochains mois. Comment avez-vous abordé le débat à venir en séance avec les deux groupes de la majorité? Je vous remercie. Allez-y, nous l'abordons sereinement. Loïc Hervé va vous répondre, lui qui est du groupe Union Centriste et moi qui suis du groupe Les Républicains. Évidemment que nous avons présenté, consulté, écouté l'avis de nos collègues des groupes majoritaires. Mais je dois dire aussi, nous avons beaucoup écouté l'avis de nos collègues de l'opposition de la commission des lois, ce qui est aussi notre rôle. D'ailleurs, on a eu, je pense, hier un accueil, chacun défendant ses positions, qui était constructif de la part de l'opposition sénatoriale. Sur le titre, on va attendre ce qui se passe en séance, mais à l'évidence, le projet de loi que nous souhaiterions, la proposition de loi que nous souhaiterions voir voter, c'est-à-dire le texte de la commission que nous avons adopté hier, même s'il est légèrement modifié, il est un nouvel équilibre entre autorité et protection de ceux qui nous protègent, les forces de l'ordre, et protection des libertés. Et nous pensons qu'il est significativement changé cet équilibre. Donc le terme sécurité globale, Loïc et moi, nous le trouvons pas terrible de ce point de vue-là. Alors on verra à l'issue du débat en séance si on fait une proposition sur le titre. Après, sur la question des groupes parlementaires, beaucoup de préoccupations de nos collègues, que je comprends, j'ai été maire longtemps, tombent sous le coup de l'article 45 de la Constitution, parce que ça apparaîtrait comme des cavaliers législatifs ou qui n'ont pas directement été abordés dans le débat à l'Assemblée nationale. Donc il y a beaucoup de choses, les rodéos, le contrôle d'identité par les policiers municipaux, tout ça fait déjà l'objet de jurisprudence du Conseil constitutionnel. Nous, notre rôle, c'est évidemment pas d'accepter des amendements qui vont à l'encontre de choses qui ont été définies par le Conseil constitutionnel. Donc tous ces amendements, soit n'ont pas été examinés parce qu'ils n'entrent pas dans le champ, parce qu'il y a l'article 45 qui s'applique maintenant de manière rigoureuse, c'est normal au Sénat, et puis d'autre part, on a expliqué qu'on devait rester avec des fondamentaux constitutionnels. Donc on a plus fait de la pédagogie qu'autre chose. Il reste quelques petits sujets, à mon avis,
qui peuvent venir en séance, mais là-dessus, nous avons laissé la discussion ouverte. Nous avons expliqué que certaines rédactions n'étaient pas juridiquement correctes, mais que nous étions à disposition pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire, je donne un exemple que Loïc Hervé pourra vous commenter aussi. Les sapeurs-pompiers. Il y a une proposition de loi du Sénat sur les sapeurs-pompiers tout à fait pertinente, mais si on la raccroche au texte tel quel aujourd'hui, c'est très compliqué à faire. Donc on préférait un engagement du ministre de dire qu'il va prendre des mesures là-dessus. Voilà, donc honnêtement, sur les articles fondamentaux qu'on vient d'expliquer, il y a, je pense, une adhésion tout au moins des deux groupes majoritaires. J'ai noté, moi, hier, que M. Richard, qui s'exprimait pour le groupe de La République En Marche, a eu un commentaire plutôt positif, même nettement positif, je pense, sur ce qu'on a fait comme travail. Donc, nous abordons ce débat de manière assez sereine, mais évidemment que si certains de nos collègues veulent revenir sur des amendements et qu'on peut mieux le réécrire, on sera à disposition pour le faire. Oui, Monsieur Jacot, d'abord, la première des choses que nous avons faites, c'est que l'intégralité, et ça c'est un usage très intéressant à la Commission des lois, l'intégralité des auditions a été ouverte à l'intégralité des membres de la Commission des lois. Et c'est pas seulement une ouverture, c'est pas seulement une possibilité, ça a été quelque chose qui a été, je pense à notre collègue Durin, qui est un peu le chef de file des sénateurs socialistes sur le texte, il a participé à beaucoup de nos auditions, et les collègues ont évidemment la parole pour poser des questions et interroger les personnes qui nous font le plaisir de venir discuter avec nous. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, sur la majorité, Marc Philippe pour le groupe qui est le sien, moi-même pour le groupe qui est le mien, nous avons évidemment été amenés à présenter le texte et les propositions que nous avons faites devant nos groupes. C'est-à-dire, ça a été fait cette semaine, ce sera peut-être encore fait la semaine prochaine pour expliquer à nos collègues les choix que nous leur proposons. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est la cohérence avec les autres travaux du Sénat. Marc Philippe évoquait la proposition de loi sur les sapeurs-pompiers. On a été amené à travailler avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui a d'ailleurs pris un rapport pour avis sur ce texte. On a été amené à travailler aussi avec le président de la Commission culture. On a été amené à travailler avec la présidente de la délégation aux collectivités sur la question des polices municipales, parce que Mme Gatel a rendu un rapport au ministre il y a 2 semaines sur les polices municipales. Il aurait été incongru que le Sénat, que la Commission des lois ne discute pas avec les collègues qui ont écrit un rapport et avec la présidente de la délégation. Donc on l'a fait. Alors, évidemment, M. Jacot, ça n'exclut pas qu'en séance, à un moment donné, au profit d'un débat, il y ait un vote qui s'exprime. Mais à l'instant où on parle, on va dire qu'on a mis tous les moyens possibles de discuter avec tout le monde et de rassurer les collègues qui s'intéressent au texte et d'essayer de travailler avec eux. Et d'ailleurs, avec les services de la Commission des lois, chaque fois qu'on a pu essayer d'expertiser un sujet pour un collègue qui nous l'a amené, on l'a fait. Donc, on a mis avec une très grande ouverture d'esprit tout ce qui était possible en œuvre pour que la discussion parlementaire se passe au mieux. Et la séance d'hier en est la démonstration, je crois.